voulais remercier le comité d'organisation et Pierre Meyer de son invitation pour parler d'un sujet difficile et brûlant. Les stents biorésorbables sont-ils utiles? Donc voici mes conflits d'intérêts. Alors je crois qu'en guise d'introduction, on a parlé hier des 40 ans d'angioplastie. Je crois que si on regarde en arrière sur les différents besoins que nous avons eus durant ces 40 dernières années, on peut dire qu'après l'angioplastie au ballon, on a eu des problèmes d'occlusion, de dissection. La solution a été l'invention des stents pour lutter contre cette occlusion. Les stents nus étant présents, le besoin secondaire qu'il y a eu, c'est la thrombose aiguë de stent, et nous avons eu à ce moment-là la bithérapie antiplaquettaire pour lutter contre cette thrombose de stent. Autre problème avec les stents nus, la rosténose. Nous avons eu les stents actifs de première génération qui, là aussi, ont lutté efficacement contre ce problème de la rosténose. Quatrième problème, les stents actifs ont généré des thromboses de stent très tardives au-delà de la première année. La solution a été l'invention des stents actifs de deuxième, troisième, quatrième génération, on va dire de nouvelle génération. Et la question qui se pose actuellement avec ces nouveaux stents actifs, quels sont nos besoins actuels en 2017? Alors, on a vu avec la présentation de Géraud quelles sont les propriétés actuelles des stents actifs. On sait que c'est des mailles fines, on va dire entre 50 et 80 microns. Le profil de franchissement est assez remarquable pour la majorité des stents. Ils sont flexibles, ils ont une bonne force radiale, ils ont un polymère qui est soit biorésorbable, soit compatible. Et le principe actif est des limus dans la majorité des cas. Les données cliniques actuelles sont impressionnantes. Si vous regardez le suivi à 6 ans de Norstent sur du all commerce, vous avez un TLR à 5% à 6 ans et 0,8% de thrombose de stent à 6 ans. Et il est actuellement impossible de départager sur des données cliniques les stents actifs entre eux. Donc on arrive à une grande maturité avec nos stents actifs actuels. Alors, pour en arriver là, entre le premier stent nu et notre stent actif actuel, il s'est passé 30 ans et on a eu des hauts et des bas. On a eu la thrombose de stent précoce, on a eu la rosténose, on a eu les thromboses de stent très tardives pour en arriver 30 ans plus tard au stent actif de deuxième, troisième et quatrième génération. Alors, on parle des stents, mais je crois qu'il faut aussi parler du reste, c'est-à-dire, 95% d'angioplasties sont faites avec des stents actifs en France, mais la technique d'implantation a beaucoup progressé ces dernières années, notamment dans la préparation de la lésion, avec les ballons non compliants, leur rotablation qui est de plus en plus importante, la post-dilatation avec les ballons non compliants qui n'existaient pas il y a quelques années, l'imagerie qui est apparue, l'OCT, l'IVUS, le stent boost qui nous aide dans la qualité de l'implantation, et aussi des antiplaquettaires extrêmement efficaces, et notamment dans la catégorie de patients qui posent le plus de problèmes, que sont les syndromes coronariens aigus. Donc il va être difficile, très difficile, de faire mieux que les stents actifs actuels avec les stents actifs et la technique que nous utilisons. Alors quel est le cahier des charges? Quels sont les avantages théoriques des stents biorésorbables? Un des avantages théoriques, c'est la vasomotricité, la récupération d'une bonne vasomotricité, d'une physiologie coronaire. La disparition, lorsque le stent a totalement disparu, 3 à 4 ans après, de la thrombose tardive. Si le matériel a disparu, a priori, il peut y avoir une disparition de thrombose de stent très tardive sur un plan théorique. La possibilité de suture chirurgicale, c'est assez théorique comme avantage, mais c'est quelque chose que nous avons tous en esprit. Et enfin, probablement la plus importante, c'est la disparition de la néoathérogénèse ou de la néoathérome. Et tout ça, ces avantages vont devoir être faits en comparant tout ça au DES, avec une efficacité comparable sur le TLS et si possible une sécurité comparable sur la thrombose de stent. Alors ce néoathérome, cette néoathérosclérose, c'est une athérosclérose qui est très évolutive sur quelques mois après l'angioplastie. Il y a de la matrice, des cellules spumeuses, des cellules nécrotiques, de la calcification. Et elle est responsable d'eurosthénose et aussi beaucoup de syndrome coronarien aigu, de thrombose de stent très tardive. Et c'est probablement un des besoins les plus importants que nous avons actuellement avec les stents actifs. Alors, qu'avons-nous appris des différentes données cliniques? On a surtout des données cliniques avec le stent biorésorbable Abbott. On va regarder quelles sont les données cliniques à 1 an. Donc, on va différencier 2 phases. Le suivi de l'implantation 1 an après et surtout suivi de la résorption entre la 2e et la 3e année. Que se passe-t-il pendant la phase de résorption? Et je crois qu'on va devoir avoir à l'esprit de toujours regarder les deux phases différentes. Donc, première phase, la phase d'implantation. La première année, on a une très belle étude randomisée Absorbe 3, de plus de 2000 patients, BVS contre Xience en 2 pour 1. C'est une étude de non-infériorité sur le Xience. Le critère de jugement principal, c'est le TLF, cardiac death, MI et ischemic driven revascularisation. On voit que globalement, sur le critère d'efficacité, l'Absorbe est non inférieur au stent Xience. On a 1,7 de différence à risque absolu. On est donc parfaitement bien dans la non-infériorité. Donc le stent BVS est non inférieur au stent Xience avec 4,5 de marge de non-infériorité. Ici, on regarde sur la sécurité, on est à 0,8 de différence en absolu et le petit p n'est pas significatif.
Lorsqu'on poule les différentes données à 1 an des différentes études, Absorb 2, Absorb Japan, Absorb China, Absorb 3, on a les données toujours d'efficacité et de sécurité. On a globalement des résultats comparables entre le stent BVS et le stent Xience. Numériquement, toujours un petit peu plus d'événements, mais ce n'est pas significatif. Et on a à peu près les mêmes critères sur la sécurité, 0,6-0,7% en 1 an de thrombose de stent supplémentaire, non significatif à la marge. Qu'avons-nous appris du suivi à long terme, c'est-à-dire la phase de résorption? On a beaucoup moins de données sur la phase de résorption, entre 2 et 3 ans, sur des larges populations. On a une première étude qui donne quelques orientations, c'est l'étude Absorb Japan à 2 ans. Il y a peu de malades, 400 malades, 134 BVS, 2 fois plus de Xience. On a globalement une première idée. Effectivement, pendant la première année, on a l'impression que les courbes sont strictement comparables. Il semble y avoir plus d'événements à la fois sur l'efficacité et sur la sécurité entre la première et la deuxième année. Étude limitée globalement quand même par le nombre de patients. La deuxième étude, Absorb 3, on va juste s'y pencher un tout petit peu. Elle est un petit peu plus complexe comme design. Il y a eu plusieurs publications simultanées. On rappelle l'étude 500 patients stables, BVS versus Xience en 2 pour 1 toujours. Il y avait une première stop point à 1 an, où on avait regardé les performances aiguës du stent et les critères cliniques et les thromboses de stent. Et surtout, on attendait beaucoup des résultats à 3 ans. C'est une étude sur un critère intermédiaire, un critère de vasomotricité et de diamètre interne à 3 ans. Donc le premier critère principal, c'était la vasomotricité aux dérivés nitrés. C'est une étude de supériorité sur ce co-primary endpoint. Et on voit qu'ici, il n'y a pas eu de supériorité du stent Absorb par rapport au stent Xience. La vasomotricité qui a été obtenue avec l'Absorb était comparable aux données qui étaient imaginées, mais par contre, le Xience, vous le savez, a montré une certaine vasomotricité, ce qui n'était pas attendu, et ce qui fait que l'Absorb a manqué ce premier critère de supériorité. Sur le deuxième critère, c'est un critère de non-infériorité sur la perte de lumière tardive. Là aussi, il n'y a pas de non-infériorité. Vous voyez les chiffres, Xience 0,25 contre 0,37 avec l'Absorb. Et la non-infériorité n'est pas atteinte. Qu'en est-il sur les critères cliniques? C'est une étude qui n'était pas designée pour les critères cliniques. On peut quand même les regarder. Il faut se rappeler qu'il y avait 100% de prédilatation et 60% de postdilatation dans cette étude. Sur l'efficacité, il y a 10% de TLF avec le BVS contre 5% avec le DES et 3% versus 0% avec la thrombose de stent. Si on regarde plus précisément la thrombose de stent, que s'est-il passé? La première année, on regarde le nombre d'événements. Il y avait 3 thromboses de stent avec le BVS et 0 avec le DES. Il y a 6 thromboses de stent supplémentaires entre la première et la 3e année. Ce qui fait qu'au total, on arrive avec 9 thromboses de stent sur BVS, donc 3% de thrombose de stent versus un taux de 0% qui est assez remarquable avec le Xience, avec, il faut le souligner, aucun impact sur la mortalité de ce surrisque de thrombose de stent très tardive. Alors, y a-t-il un impact de la qualité d'implantation des stents biorésorbables? On a ici la sous-analyse très élégante d'Ellis qui a regardé finalement, lorsqu'on prépare la lésion, on fait correctement l'implantation et on postdilate systématiquement, y a-t-il un impact sur l'événement? Effectivement, il semble y avoir un impact sur les événements. Vous avez les courbes en verte des patients qui ont été implantés selon la règle d'or de l'implantation, avec effectivement en TLF, on a le même schéma avec la thrombose de stent, une très belle efficacité lorsque cette technique est utilisée. La question, c'est est-ce que cette efficacité est valable sur la première année ou aussi sur la première, la deuxième, la 3e année? Ça, c'est des choses qu'il va falloir avoir en tête. Donc si on résume ce qu'on avait appris, on a appris qu'à 1 an, l'Absorb est non inférieur. L'importance du suivi après 1 an, mais on a encore peu de données. On attend beaucoup d'Absorb 3 à 2 ans. L'impact qui est probable de la qualité d'implantation sur le résultat clinique des stents. Je crois qu'un élément important aussi, c'est qu'on a appris ces dernières années que est-ce que le BVS est utile pour toutes les lésions? On a des lésions extrêmement différentes. On a des lésions simples calcifiées, thrombotiques, des longues lésions, des bifurcations, des lésions fibreuses, des petits, des gros vaisseaux. Et je crois qu'on a appris que probablement, il y aura des lésions idéales pour le BVS, qui est probablement la rupture de la plaque, mais c'est peut-être difficile d'envisager le BVS pour tous les types de lésions différentes, et peut-être il y a des lésions particulières. Ce cas clinique rapporté dans Jack Intervention très récemment, qui est le premier patient qui a été implanté d'un BVS avec un suivi à 4 ans sur un STEMI, et on voit que le Golden Tube, avec une disparition complète de l'Absorb à 4 ans, dans un contexte d'infarctus, typiquement une indication qui semble extrêmement séduisante. Alors bien sûr, il y a de nombreuses prothèses. On a 3 prothèses qui sont marquées CE, l'Absorb, le Dissolve, le Magmaris. On attend, on verra avec Bernard, des améliorations importantes sur ces devices. Et bien sûr, il n'y a pas un, mais des stents biorésorbables. Donc en conclusion, je crois que la première conclusion, c'est que le stent actif amène actuellement d'excellents résultats cliniques et c'est une bonne chose pour tous. Que le BRS reste, à mon avis, le futur de l'angioplastie, mais avec des limites, qui ne sera probablement pas pour tous les patients et probablement pas pour toutes les lésions.
On a appris aussi qu'il va falloir, avec les stents biorésorbables, un suivi long, ce qui était peut-être un petit peu différent avec les stents actifs, et que le développement sera donc très long et très coûteux pour avoir des suivis à long terme pour tous les patients. Je profite de cette tribune pour rappeler que nous avons la chance en France d'avoir un très beau registre sur plus de 2000 malades qui vont être suivis pendant 5 ans. Les résultats à 1 an seront présentés au PCR. Et je vais tous vous solliciter pour avoir un suivi rigoureux pour qu'on ait des datas fiables sur ces patients. Je vous remercie.